Merci beaucoup et merci d'être là. Comme je vais vous l'expliquer, ce séminaire qui se prolongera, organisé par Montassir, avec intervention d'experts marocains sur les questions dont nous allons parler, ce séminaire est une des pièces du dispositif de recherche. Bon. En effet, donc, en collaboration avec l'IAS et notre laboratoire économie industrielle de l'émergence de l'Afrique, dont Ahmed Trita, que vous entendrez, et moi sommes co-titulaires et professeurs affiliés à l'UM6P, nous avons décidé de lancer un projet de recherche sur les migrations internationales qui, moi, personnellement, me paraissent de très loin, avec l'émergence soutenable de l'Afrique, les plus grands défis du siècle qui vient. Bon. Alors, nous voulons, c'est très ambitieux, essayer de renouveler une analyse à la fois politique, anthropologique et économique des parcours migratoires entre, on se contentera de l'Afrique et l'Europe, même si on pourra faire référence à d'autres frontières comme celle au sud des États-Unis par exemple. Bon. Alors, je vais vous dire quelle est la grille d'analyse que nous adoptons pour essayer d'être original sur ces questions. Ensuite, qui va faire quoi entre les trois participants principaux de ce projet et ce qu'on vise finalement à la fin. Bon, alors la grille d'analyse, c'est celle de l'existence de frontières multiples qui scandent le parcours de migration de l'Afrique vers l'Europe en passant par le Maghreb bien souvent. Il y a évidemment la frontière des visas, c'est la première. Et donc il y a une politique de visa des pays européens qui a beaucoup changé. Ensuite, il y a la frontière physique du pays de départ. Il y a la frontière physique du pays d'arrivée. Entre les deux, il y a une frontière naturelle, la mer Méditerranée ou les Alpes. Et ensuite, il y a la frontière pour ceux qui ont choisi de demander le droit d'asile parce qu'ils pensent y avoir droit. Il y a la frontière du droit d'asile, de l'obtention du droit d'asile. Si on ne l'a pas, on va passer dans la clandestinité, laquelle clandestinité est également alimentée par ceux qui ont franchi la frontière physique, mais sans demander le droit d'asile, parce qu'ils sont reçus par une communauté qui permet de les accueillir, de les loger, de leur trouver du travail, etc. Mais ils sont sans papier. Et enfin, troisième alimentation de cette situation de sans-papier, c'est ceux qui ont eu des visas et qui ne rentrent pas au moment où leur visa leur demande de le faire. Voilà. Bon. Donc on a cette masse de gens qui sont sans papier, et la frontière suivante, c'est évidemment la régularisation. Et là également, les politiques ont beaucoup varié. Après la régularisation, il y a la frontière de la nationalité, si le migrant le souhaite, et en tout cas, comme en France, jusqu'à présent, c'est le droit du sol pour leurs enfants. Automatiquement, ils franchissent cette frontière, mais reste à la fin la frontière du racisme et toutes les questions qu'on peut se poser en Europe sur la politique à l'égard du racisme, la politique à l'égard de l'islam en général, la politique à l'égard des islamistes radicaux, et de manière plus générale, quel type de mélange des populations à la fin on souhaite, avec un modèle qui nous séduit beaucoup, mais j'y reviendrai tout à fait à la fin, de bien plus grande mobilité, c'est-à-dire on n'est pas d'ici ou de là, ayant immigré ou étant né là, on peut être de deux pays à la fois et circuler pas mal. Alors ça pose un problème de transport aérien, mais c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de, je le dis dans une université technologique, de problème technologique plus urgent à résoudre que celui de l'avion à l'hydrogène. Parce qu'il n'est pas question de brider la mobilité humaine. C'est une liberté fondamentale. Je ferme la parenthèse. Donc vous avez toute une série de frontières. Avec des situations, on a une frontière derrière soi et une autre devant soi. Bon. On va commencer par en faire une analyse un peu systématique de la manière dont les politiques étatiques ont évolué, y compris au Maroc. Bon.
et on va essayer de trouver un sens, si vous voulez, de périodiser, de trouver un sens d'ensemble à ces politiques, de les caractériser, avec certainement 95, Schengen, qui constitue un basculement. Bon. Voilà la première partie du travail. La deuxième partie du travail, qui va reposer sur les épaules de Montassir, c'est de faire des enquêtes anthropologiques auprès des gens qui sont dans toutes les situations que je viens d'évoquer, dans tous les sas entre les frontières, et qui visent à essayer de comprendre ce qu'ils en pensent. Mais ça, je le laisserai présenter sa méthode, son copain en attendre, etc. Le troisième bloc, ça va être de rassembler les réponses qui existent déjà beaucoup et de faire le point sur les réponses à la question immigration, émigration, est-ce que c'est bon pour le pays, ça? Voilà, est-ce grave docteur ou est-ce que c'est bon pour le pays? Il y a beaucoup d'études là-dessus. Il y en a moins sur le Maroc, surtout qu'on est, semble-t-il, à un moment de bascule où une partie de l'émigration des cerveaux est tentée de revenir. Bon, donc il y aura une dimension, voilà, bilan économique, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut dire des effets économiques des migrations pour l'Europe, la France en particulier, pour le Maroc. Et Ahmed Trita aussi interviendra, alors il s'intéressera particulièrement aux politiques au Maroc, avec Montassir, et il interviendra également sur quelque chose qui est dans la dernière frontière, si vous voulez, le racisme, c'est la formation des opinions. Il a fait des enquêtes très intéressantes montrant que, en fonction de l'image, au sens propre, que vous donnez des migrations, par exemple, vous faites une image type manpower, où la main-d'œuvre est de toutes les couleurs. D'un côté, vous dites, voilà, l'immigration, c'est ça, ou alors vous montrez des hordes de migrants traversant un col des Alpes ou sur un bateau en Méditerranée. Et bien, en fonction de ça, deux publics tirés totalement au hasard vont donner des réponses différentes à la question est-ce qu'il y en a trop ou pas, est-ce que c'est bon pour nous ou pas. Voilà. Bon. Et enfin, nous souhaitons que ce séminaire soit un lieu de débat, des analyses et aussi des questions, parce que notre intention n'est pas d'éviter les questions qui fâchent. Vous voyez, on va aborder la question faut-il ouvrir complètement les frontières? Bon, et si on répond non, alors il y a des frontières. Lesquelles? Une frontière, c'est forcément violent pour celui qui veut la passer. Alors c'est quoi la violence légitime? C'est quoi la violence juste? Bon. On sait ce que, après, on sait ce que c'est. Il faut régulariser les sans-papiers dès qu'ils peuvent montrer qu'ils ont du travail et qu'ils ont une connaissance minimum de la langue. Enfin, bon, mais la frontière physique, comment la gérer si on n'accepte pas la circulation absolue tout de suite? Bon, on va se poser ces questions. On ne sera pas forcément d'accord entre nous, mais on va honnêtement essayer d'y répondre. Alors, l'objectif final est de constituer un site ouvert à tous les chercheurs avec tous les documents de base, les fiches qu'on fait sur les politiques, etc., les entretiens, on ne les utilisera pas forcément, pas tous, on va faire une synthèse, etc. Donc, d'une part ça, et d'autre part un livre pas trop gros pour qu'il soit lu et édité à la fois en France et au Maroc. Voilà, c'est ça l'objectif. Dans un temps qui est assez court, puisque c'est le temps de la résidence de Montassir, peut-être qu'elle pourrait être un peu prolongée. Je me mêle de ce qui m'intéresse, de ce qui ne me concerne pas. Mais voilà. Et alors, donc, en collaboration avec ces deux institutions, donc l'IAS et le Centre d'économie industrielle de l'émergence de l'Afrique, et la participation de tous les participants à ce séminaire. Voilà, merci beaucoup. Alors, à qui on donne la parole maintenant? Tu peux me passer un lien? Oui, tu peux le dialer. Merci, c'était très intéressant de vous écouter. Je vais partager un petit sentiment peut-être avec l'audience. En écoutant les 5 couches de frontières, on se rend compte, en tout cas de ma perspective de Marocaine, qu'il y a des choses qu'on normalise, qu'on trouve normales. Et c'est très intéressant de vous écouter et de réaliser que c'est des choses qui ont été construites avec des projets et qu'on peut aussi challenger certaines réalités qui peuvent ne pas être valables pour toujours.
Donc, merci de nous challenger dans ce sens-là. Si Ahmed, on est à vous. Est-ce que vous nous entendez? Et on va tester si on vous entend bien. J'entends parfaitement. Parfaitement. Alors, on vous écoute, la parole est à vous. Je vais mettre un peu de lumière, je dis que je carrière. Voilà, c'est un peu mieux. Écoutez, désolé de ne pas être avec vous. Malheureusement, j'ai une dent qui. Et pour l'histoire, Ramsès II. Ramsès II, en esclave. Voilà, ça va mettre au propos. En fait, il y a un écho. Est-ce que c'est mieux là? Il y a un écho quand je parle. Il faut couper le micro. C'est mieux? Pour moi, c'est bon. Je crois que c'est mieux. Est-ce que je peux partager mon écran? On n'est peut-être plus. Bon, là, pour le coup, je ne vous entends plus. Partager. Je vous entends plus. Ouais, c'est mieux là. Vous voyez le... Voilà. Oui, je vous vois. Voilà, c'est bien, c'est bien. J'entends mon écho en fait, mais c'est très bien. Donc, excusez-moi, je vais me présenter. Donc, moi, je suis, comme l'a dit Carole Malgiro, également professeur associé à l'UNSISP et attaché à l'APS, et co-titulaire de la chaire, donc économie industrielle de l'émergence en Afrique. Et je suis en économie du travail. Donc, et mon approche de ces questions-là est fondamentalement basée sur l'aspect évidemment humain, capital humain, et comprendre comment poser la question de la place dans l'économie des relations humaines qui passent à travers des mobilités, en l'occurrence ici l'immigration. J'ai préparé une présentation un peu pour donner l'image globale des questions et en tout cas des problématiques qu'abordent les économistes, hein, et la façon dont ils les abordent. Voilà, peut-être une dizaine de minutes, et en plus je vous présenterai des recherches plus récentes autour des perceptions et des attitudes relatives aux migrants. Est-ce que je peux vous présenter ça? Donc, je partage mon écran. Je peux faire ça, oui. Tout l'écran, oui. Et je vais partager. Tout l'écran, ok. Donc, dites-moi si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, super. Donc, on peut continuer. Alors, je vais mettre ça sur grand écran. Voilà, donc c'est juste une présentation un peu globale. Elle est pas. J'essaie de faire un peu une focale sur le Maroc. Parce que voilà, c'est un travail en cours et je n'ai pas pu avancer autant que je voulais, mais je vais vous donner quelques éléments. D'abord sur. J'ai quelque chose qui me gêne. Okay, voilà. Si on prend d'abord pour donner enfin, des idées un peu globales, hein, du point de vue de la perspective des pays d'accueil, une partie importante des migrants se trouve dans les pays du Sud, une autre partie se trouve dans les pays du Nord. Si on regarde au sein de l'OCDE, on a une augmentation très nette de la part des migrants dans tous les pays, avec des niveaux variés. Et donc, même quand on ramène, en fait, c'est intéressant de ramener cette augmentation à d'autres flux, hein, typiquement des flux de biens et services, hein, ce qu'on exporte, on importe, des flux de capitaux. Quand on fait cette comparaison, on
on observe que l'immigration a évolué beaucoup plus rapidement. Donc, les économistes voient ça comme une espèce d'intégration un peu des différents marchés du travail, par exemple. Et donc, quelque part, une extinction peut-être progressive des frontières. Ce n'est pas l'image qu'on peut avoir, hein, mais quand on regarde les données, il y a une augmentation nette de la part des migrants globalement dans le monde, et en particulier dans les pays de l'OCDE. Si on met en perspective un peu le Maroc relativement à ses voisins, le Maroc se détache très nettement. Hein. Les flux, le stock de migrants marocains a progressé 2 ou 3 fois plus vite que ceux de ses voisins, tunisiens, algériens ou égyptiens, si on regarde depuis 1980, 2010. Je suis en train de mettre à jour les données, et je vais vous montrer les données plus récentes. Et donc la population marocaine résidant à l'étranger a un poids dans la population totale marocaine démographique qui est beaucoup plus importante que celle de ses voisins et qui est en nette progression, alors qu'elle a plutôt décéléré, décru en Tunisie, en Algérie, à l'Espagne, en Égypte par exemple. Donc c'est accompagné de cette augmentation des flux et des stocks. Hein. Ce qui est spécifique pour le Maroc, peut-être, c'est également une plus grande diversité des destinations. Donc, traditionnellement, et ça les économistes avaient expliqué ça en utilisant des modèles de gravité qui sont appliqués en économie internationale pour les échanges de biens et services, mais qu'on applique aussi également pour les mobilités humaines. On explique si traditionnellement la France avait été le principal pays de destination, on voit qu'a émergé de nouvelles diasporas marocaines qui restent concentrées en Méditerranée, hein, l'Italie, l'Espagne et la France, et avec une augmentation très nette de ces 2 pays, l'Espagne et l'Italie, hein, qui ont maintenant combiné des stocks de migrants qui sont plus importants que ce qu'on trouve en France. Et on a également l'apparition de nouvelles diasporas dans des territoires beaucoup plus éloignés, aux États-Unis, au Canada. Et on a également dans le reste du monde, ça va être beaucoup dans les pays du Golfe. Donc c'est important d'avoir en tête ces dynamiques diasporiques, parce qu'on va voir qu'il y a des effets un peu d'accélération. Une fois que les diasporas ont atteint un certain seuil, on observe que l'immigration accélère très nettement. C'est ce qui s'est passé en Espagne. Le boom économique de l'Espagne dans les années 2000 a amené des migrations temporaires qui se sont progressivement devenues des migrations permanentes. Et en 20 ans, l'Espagne est devenue le principal pays d'accueil des migrants marocains. Donc ces questions de frontières sont très poreuses et bougent rapidement. Alors, l'idée du projet, hein, c'est aussi de sonder dans ce livre, on aimerait. Donc on a les enquêtes, hein, et on peut se baser sur les enquêtes qui existent. Hein, c'est ce que fait le Gallup World, par exemple, une enquête qui se fait dans tous les pays du monde, et qui essaie de sonder un peu les perceptions et les souhaits migratoires. Là aussi, on voit que le Maroc, hein, par rapport à ses voisins, on interroge la population marocaine, il y a une proportion importante, hein, entre 25 et 50%, indique qu'elle a des projets de migration à court et moyen terme. Là, j'avais retrouvé, mais ça date, j'essaie d'avoir des données plus récentes là-dessus, hein, mais on a des enquêtes, je pense que l'HCP qui fait ça, ou NDA, je ne sais pas, donc auprès des jeunes, hein, et on voit que la particularité, enfin, le portrait combo, on va dire, d'un migrant potentiel marocain, ça va être un jeune urbain éduqué, en grosse partie, 48%. 48% des jeunes, des jeunes hommes souhaitent immigrer, et si on regarde chez les plus éduqués, hein, c'est 41%. Donc évidemment, donc il y a un gradient, le souhait de migrer a tendance à augmenter avec le niveau d'éducation. Donc ça pose évidemment des questions bien connues et beaucoup traitées par les économistes et d'autres, hein, qui est entre parenthèses des problématiques de fuite des talents ou des cerveaux. Et de fait, quand on regarde non plus seulement quantitativement qui migrent, mais enfin combien sont les migrants, mais
mais qui livrent de façon leur spécificité, leurs caractéristiques. Donc, si je ne regarde qu'une seule de ces caractéristiques, il y en a énormément. Mais leur niveau d'éducation est un des éléments importants et qui fait débat. Donc là, vous avez le niveau d'éducation, ici, sur l'axe ici des abscisses, hein, c'est le niveau d'éducation dans le pays d'origine, donc au Maroc par exemple, et vous avez ici en ordonnée le niveau d'éducation dans le pays d'accueil. Donc clairement, les immigrés sont nettement plus éduqués que leurs homologues, que leurs pairs dans les pays d'origine. Donc c'est ce qu'on appelle la sélectivité de l'immigration. Alors, ça, c'est une sélectivité qui est visible. C'est-à-dire, vous voyez que les immigrés sont sélectionnés sur des dimensions visibles. En fait, ils sont aussi sélectionnés sur un très grand nombre de dimensions qui ne sont pas visibles. Par exemple, le degré d'entrepreneuriat. Vous savez que les immigrés sont beaucoup plus entrepreneurs que les non-immigrés. C'est-à-dire, on regarde le taux d'entreprise, par exemple, créé. Et donc, probablement également sur une appétence pour le risque qui est plus importante. Et le fait, pour migrer, probablement que vous devez avoir un goût pour le risque. Et on sait que le risque, le goût pour le risque, l'appétence pour le risque, joue un rôle important dans les dynamiques économiques. Donc évidemment, tout ça, ça va venir interagir avec les frontières, parce que les frontières vont venir modifier ces prises de risque, notamment à travers les routes migratoires. Donc, on va revenir là-dessus. Donc pareil, si on regarde pour le Maroc, hein, donc, ici je vous ai indiqué ce qu'on appelle un indice de sélectivité. Alors c'est quoi l'indice de sélectivité ici? C'est la part des migrants, la part des diplômés du supérieur chez les migrants relativement à la part des diplômés des supérieurs dans les pays d'origine. Donc quand vous avez 4 ici, c'est qu'un migrant en moyenne a 4 fois plus de chances d'être diplômé du supérieur qu'un non-migrant. Là, pareil, vous voyez que le Maroc se détache. Les immigrés marocains, relativement à leurs pairs qui restent dans le pays d'accueil, sont beaucoup plus éduqués et davantage que ce qu'on trouve chez les voisins algériens ou tunisiens, par exemple. Alors, cette sélectivité a diminué, donc c'est probablement dû au fait que le niveau d'éducation a augmenté au Maroc, mais on note, alors je suis en train de remettre pareil, on a fait donner à jour pour la décennie, la 2010-2020, on note néanmoins qu'il y a une reprise en 2010, mais le Maroc reste le pays où la sélectivité est la plus importante. Alors ça pose une question qui était très très débattue en économie. Moi, je vous ai repris une citation d'économistes les plus influents sur ces questions-là, qui sont peut-être Aristote, Darrow et Smith, et qui dit que voilà, le paradoxe, c'est que apparemment que les purs développements seraient en train de perdre ce qui fait un peu la substantive loi, on va dire, du développement qui est le capital humain. Et ça, c'est l'idée qui a prédominé pendant très longtemps chez les économistes, hein, que voilà, il y aurait la perte de talent et serait très coûteuse pour ces pays. En fait, cette hypothèse-là, cette vue-là, a été là, est en train d'être, a été un peu revisitée largement, notamment du fait qu'on montre hein, que la possibilité pour les talents de passer les frontières, de ne pas être contraint dans ses choix, a plutôt tendance à inciter les individus à se former davantage, même dans leur pays d'accueil, même dans leur pays d'origine. Donc, ce n'est pas évident qu'il y ait une fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux peut être accompagnée d'un gain de cerveau. Bon, ça, c'est un débat que j'aborderai dans le cadre de l'ouvrage. Mais pareil, encore une fois, c'est des débats qu'il faut aborder au regard de ce que sont les frontières d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une circulation. Ce n'est pas une circulation, c'est-à-dire, dans ce cas-là, peut-être qu'on peut retomber sur cette malédiction des cerveaux. Alors, les migrants apportent avec eux énormément de choses, potentiellement, mais ramènent aussi d'autres choses. Et pour ce qui est du Maroc, en tout cas, mais beaucoup de pays, évidemment, la migration s'accompagne également de transferts de capitaux. Ça c'est connu, ce sont des remises. Et là aussi, le Maroc se détache. Le Maroc est le pays probablement d'Afrique du Nord, où les transferts des migrants sont les plus importants quand on les ramène au produit intérieur brut. Hein. Ils représentent près de 8% du produit intérieur brut. Donc, pareil, c'est des données qu'il faudrait mettre à jour. Et davantage, nettement plus qu'en Tunisie ou en Algérie, par exemple. Et encore davantage, en fait, et ça on ne le sait pas, davantage que ce que sont les idéaux.
enfin, les transferts des risques marocains, en tout cas sur la période dont j'avais les données ici, sont supérieurs à ce que représentent les IDE. Donc la question se pose de savoir qui bénéficie de ce transfert-là. Donc finalement, c'est une façon de franchir une frontière. Vous voyez, quand vous ne pouvez pas faire d'aller-retour, ben, dans ce cas-là, vous transférez des fonds. Donc la question se pose de qui bénéficie de ces transferts-là, comment les pays peuvent capitaliser pour qu'il y ait des transferts productifs, ça comprend les inégalités, et puis aussi d'avoir ce qu'on appelle une malédiction des transferts, on a une malédiction des ressources, ça peut créer des effets inflationnistes, des effets d'appréciation des taux de change qui peuvent diminuer la productivité des pays. Voilà. Enfin, donc on reviendra sur ces débats-là, pareil, un peu pour mettre en lumière ce que peut, encore une fois, ce que peut modifier par rapport à ce qu'on sait l'évolution des frontières. Alors, en ce qui concerne les motivations qu'est-ce qui amène que les personnes migrent? Première réponse évidente, j'ai envie de dire, voilà, c'est le souhait d'améliorer son niveau de vie, son bien-être. Donc, une façon de voir ça, c'est de se poser la question suivante. Donc là, ce que je vous ai repris, j'ai donné plus récent, je vais continuer là. Je me suis posé la question suivante. Si vous prenez un immigré moyen dans le monde, n'importe qui, vous prenez un immigré moyen, et vous regardez quel est son revenu. Alors, qu'est-ce que c'est le revenu moyen d'un immigré? Ben, vous regardez tous les citoyens du monde entier, vous regardez si c'est un immigré, et vous allez voir que dans le monde, ben, 2% des immigrés dans le monde sont marocains, peut-être que 10% sont des Indiens, 8% des Mexicains. Donc, je prends toutes ces parts-là, et je les multiplie par leur revenu moyen dans leur pays d'accueil. Et ça me donne cette courbe qui est en haut. Vous voyez? Et je fais la même chose dans le pays d'origine du migrant. Et ce qu'on note, donc finalement, vous avez l'écart, si vous voulez, entre le revenu moyen d'un immigré dans son pays d'accueil et le revenu moyen qu'aurait cet immigré s'il était resté dans son pays d'origine. On a des ratios de 1 à 4. C'est-à-dire, un immigré peut, en moyenne, un immigré peut espérer gagner 4 fois plus. Donc c'est pas, et si on regarde en 2000, ben c'est plus de 1 à 4, c'est 1 à 5, voire 1 à 6. Et si on regarde aujourd'hui, on peut continuer en fait, on peut tirer la tendance. Hein. Donc là, j'ai pris les plus récents, donc 90 et 2020. Hein. Donc on a continué comme ça, entre 90 et d'autres. Donc là, j'ai mis les immigrés du monde, dans leur pays de destination, les immigrés du monde dans leur pays d'origine. Et là, on continue à voir, hein, on est voilà, sur des ratios. Il y a un creusement, si vous voulez, très net, une incitation, si on regarde juste le revenu, il y a une incitation à migrer qui est de plus en plus forte. Alors évidemment, c'est peut-être dû au fait que les migrants qui migrent viennent de pays de plus en plus pauvres, ils viennent peut-être de pays de plus en plus riches, peut-être. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder le Maroc. Donc si vous regardez pour le Maroc, un immigré marocain, aujourd'hui, relativement à ce que gagnait un immigré marocain dans les années 90, l'écart avec son pays d'origine a énormément augmenté. Et davantage que ce qu'on observe dans le monde, en fait. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit probablement que les Marocains. Donc, ça s'explique comment? Ben, ça s'explique d'une part parce que le revenu moyen du Maroc a progressé relativement moins que le revenu moyen, nettement moins, en fait, que le revenu moyen des pays de destination des Marocains. Essentiellement. Et ce revenu moyen, il a progressé moins que le revenu moyen également des autres pays potentiels, sources d'immigration. Donc il y a une pression à la migration marocaine qui est plus forte, si vous voulez, que ce qu'on observe pour les autres pays du monde. Voilà, donc ça c'est pour vous donner voilà, un peu l'aspect web. Je vous dis que moi, je m'intéresse en particulier en une seconde partie, on va dire, à des aspects liés aux opinions et aux attitudes, dans le sens où celles-ci peuvent représenter une nouvelle frontière. Donc on sait qu'il y a des tendances à la montée des populismes hein, en Europe. Il y a la xénophobie également, pas qu'en Europe, mais en Europe, dans plusieurs parties du monde. Et elles peuvent faire émerger comme ça de nouvelles frontières. Mais les frontières, en fait, il faut bien voir qu'elles se contournent et
et les frontières d'un pays peuvent représenter une opportunité pour un autre pays. En fait, parce que ça, on le sait très bien avec, Frontex. Quand je suis désolée parce que vous m'entendez les migrants et des pays de transit, les pays finaux grands sont devenus des pays de destination. Vous m'entendez? C'est fait? Oui. Vous m'entendez très bien, merci. J'ai le mauvais rôle de vous jouer au contrôle du temps. Donc, si vous c'est passionnant, on est avec vous, vous avez toute notre attention, mais on doit, si vous pouvez conclure dans 2-3 minutes, ça serait parfait, s'il vous plaît. Donc, je vais conclure. On se donne 2-3 minutes et on continue de développer dans les questions. Est-ce que pour pouvoir, je peux vous montrer rapidement l'exemple? Alors, ça va me prendre 5 minutes. Ça passera ou pas 5 minutes? On négocie, on passe à 3? On fait 3? On fait 3, d'accord. D'accord, donc voilà. Donc, juste pour vous donner les points clés, des questions de perception. Les questions de perception, pourquoi elles agissent comme nouvelles frontières? Il suffit de les retracer un peu dans l'histoire, on va dire, contemporaine, on va dire post-coloniale. Donc l'histoire post-coloniale a vu l'immigration beaucoup être l'objet du développement des pays occidentaux, notamment l'Allemagne avec son Gazprom programme, avec la France qui se reconstruisait, etc. Donc c'est construit rapidement une vision, dans un premier temps, des migrations qui étaient laborieuses, des migrations de travail. Et si on regarde, pareil, dans les années 80, les débats autour de l'immigration dans les pays européens, notamment, étaient très liés à des aspects économiques. Et on le voit très bien dans les plateformes politiques, dans des candidats. Voilà. C'était très rare, on en parle récemment parce qu'il est décédé, mais il y avait des slogans assez connus qui étaient 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés, 3 millions de chômeurs. Voilà, c'était une vision, on avait une vision de l'économie qui était que l'emploi c'est un gâteau, et plus on a un emploi à partager le gâteau, plus la part de gâteau qu'aura chacun est petite. Donc ça c'est une vision en fait très malthusienne de l'économie, mais qui est très prégnante dans la société. Et en fait, même le débat autour des 35 heures en France, par exemple, est fondamentalement basé sur cette vision de l'économie, cette vision du marché du travail. Donc l'idée c'est de comprendre pourquoi cette perception-là, si vous voulez, une dissonance cognitive entre le fonctionnement de l'économie tel que le monde des économies, c'est la perception qu'ont les personnes, et ça influe sur les débats autour des migrations. C'était les années 80, les années 70 les années 80. Au cours des années 90, a émergé d'autres sources d'attitudes relativement par rapport aux migrants qui sont davantage axées avec un peu l'effritement de l'État-providence et des contraintes budgétaires qui être confrontés des pays d'accueil, sur l'immigré, qui ponctionne le système de prestations sociales des pays occidentaux. Ce serait un peu l'immigré qui perd son statut de travailleur, de laborieux pour venir un peu pomper le système de prestations sociales des pays occidentaux. Ça, c'était les années 90. Voilà. C'est un peu le bruit et l'odeur de Jacques Chirac. Donc, on peut tracer ça avec des slogans politiques. Arrivé dans les années 2000 et là, on commence à voir, aux États-Unis, mais après 2001 et autres, une montée des tensions identitaires sur, est-ce que l'immigration, c'est pas une altérité qui pose une question par rapport à qui on est, donc les questions d'immigration comme un peu un danger pour l'identité nationale et autres. C'est pas propre à la France, hein, c'est propre aux Pays-Bas, aux Belgique, on a ça dans le pays européen. Les attitudes sont un peu cristallisées autour de ces questions-là, jusqu'à la période récente où c'est autour des questions religieuses et de l'islam notamment. Les travaux actuels portent notamment là-dessus. Donc j'essaierai un peu de décortiquer le rôle des politiques et de l'économie par rapport à ces questions-là, et toujours à travers un prisme qui suit les frontières. Voilà, merci et désolé d'avoir éclairé.
Merci à vous, Ahmed Reta, de vous être connecté de Poitiers, c'est bien ça? Oui. Et thanks to le digital, on a pu avoir accès à vous sans frontières. On passe à présent, on aura beaucoup de questions pour vous, c'est certain, parce que vous avez évoqué des sujets très importants pour le M6P. Un petit KPI, je pense Madame Chraibi peut me corriger, on est à 30% de chercheurs qui viennent de la diaspora. C'est des chiffres que j'ai eu du CEDOC. Donc c'est parmi les chercheurs de l'UM6P, 30% ont au moins fait leur baccalauréat au Maroc, sont partis à l'étranger et sont rentrés du coup pour rejoindre des projets de recherche à l'UM6P. On aura énormément de questions pour vous. On passe à présent à Montasser Sahi sur le sujet de la postcolonialité et des souffrances en migration. On t'écoute, Montasser. Merci beaucoup. Merci l'IAS pour ouvrir en fait ces espaces de débat et bien sûr de recherche et de pouvoir avancer sur une question qui est assez centrale, que ce soit dans le nord ou dans le sud, aujourd'hui l'immigration. J'aurais le mauvais rôle en fait de prendre la parole juste après un économiste où la vision, en tout cas dans les chiffres, porte sur une vision plutôt positive. Malheureusement, comme anthropologue, je suis celui qui va devoir aller chercher plutôt dans les souffrances, plutôt dans les questions de l'intime, dans les questions qui sont beaucoup plus parfois à la limite du sombre quand il s'agit bien sûr en fait de la question de la frontière. Et effectivement, comme vous le savez aussi, la frontière depuis 1995, en tout cas ici au Maroc, c'est aussi synonyme de phénomènes qui sont tragiques. Donc, comment je suis venu à travailler sur la question de la frontière, moi qui suis à la base anthropologue, je viens pas d'une question moins tragique, je viens de l'anthropologie de la guerre et des relations internationales, et de l'anthropologie politique, parce que pendant 10 ans, j'ai travaillé sur la question de la révolution syrienne à la suite du printemps arabe, et donc en Syrie, en Irak, sur la question des idéologies, de l'évolution des idéologies. Mais la question migratoire est une question qui relève pour moi d'une forme d'intériorité. Moi-même, migrant en France depuis 2011, et bien sûr, il y a cette réflexivité qui est assez forte, présente en fait, en tout cas dans ce que je suis en train de raconter et dans le choix aussi des terrains d'études. Vous savez, les anthropologues travaillent par terrain et donc travaillent sur et avec des populations concernées par les faits sociaux. Et ici, le fait social massif, en tout cas celui que j'essaie un petit peu de travailler dans cet ouvrage, c'est à partir des deux dimensions de l'amont et l'aval, mais toujours en suivant la question problématique des souffrances et la question problématique des espoirs aussi des populations qui sont fouettées par les dispositifs migratoires qui se réalisent à partir du pouvoir, à partir des pouvoirs et à partir des centres de pouvoir que j'essaie un petit peu de localiser et de cartographier également. Donc voilà, il y a la question de ma propre condition de migrant, et vous savez en fait, quand on arrive de manière régulière dans les pays, les anciennes métropoles coloniales, en fait, dans les séjours, dans les débats, dans les discussions, dans les petits espaces que les migrants réussissent à réaliser, c'est principalement la question qui est comme une épée de Damoclès, c'est la régularisation, c'est les papiers, c'est le renouvellement du titre de séjour. Après, bien sûr, avoir pu être sélectionné par le système que vous connaissez ici en France, au Maroc, Campus France, par exemple, ou bien Visa Talent, ou bien un ensemble de dispositifs en lien avec la question du visa. Donc, dans la recherche, je croise aussi la question à la base de cette notion du désir d'Occident. Comment, en fait, sommes-nous arrivés au niveau du sud de la Méditerranée, en tout cas le Maroc, principalement aussi la Tunisie où j'ai conduit mes premiers terrains, à voir en fait se développer un désir puissant au point que des gens croisent la mort, croisent la disparition de manière consciente. Bien sûr, en fait, il y a cette question du désir, et puis les premiers entretiens que j'ai réalisés, c'était en fait des entretiens avec des gens qui sont partis en État islamique en Syrie,
Mais très rapidement, je me suis dans les trajectoires, ce que j'ai découvert, et c'était vraiment un choc premier pour moi, c'est que ce sont des gens qui, pendant des années, ont tenté la traversée vers l'Europe. Et puis à un moment donné, 2011, on change de direction. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup en fait interrogé. Et puis, bien sûr, en menant les entretiens, je découvre aussi qu'il y a cette question de la mobilité qui est vraiment un sentiment anthropologique. Les psychologues parlent d'une pulsion viatorique, c'est-à-dire la question de la mobilité. Et bien sûr, en fait, avec les historiens, je commence à me pencher un peu sur la question des frontières. Et puis, on découvre que la frontière, effectivement, comme tu l'as bien dit au tout début, Nisrine, c'est quelque chose de l'ordre de la construction sociale et aussi de l'ordre de la construction historique. Quand on revient sur les rapports avec l'ancien monde colonisé, entre les anciennes colonies, en fait, la frontière fermée et puis le phénomène même de la mort et de la disparition, il peut être complètement daté avec l'année 1995, c'est-à-dire l'année de l'entrée en vigueur de Schengen. Et c'est là où le phénomène naît. Alors qu'aujourd'hui, avec un discours hyper puissant, formé, réalisé dans des centres de recherche hégémoniques, en fait, cette question n'est absolument pas soulevée quand on commence à parler de la disparition ou de la mort ou même des raisons de départ. Très rapidement, c'est la question économique, c'est la question du développement et puis c'est la question de la guerre, etc. Comme si, en fait, la mobilité ne doit pas avoir lieu ou s'il a à avoir lieu, en fait, il doit être complètement régularisé, alors que ce n'était pas absolument le cas auparavant. Donc, ce que je vais vous raconter rapidement aujourd'hui, c'est la naissance de ce que j'appelle ici le 4e âge de l'immigration, et que je conduis effectivement dans le cadre de ce projet à travers plusieurs terrains. Donc un premier terrain qui est celui bien sûr des familles des disparus, c'est-à-dire qui peuvent parler des trajectoires de ceux qui sont partis et qu'on ne va pas pouvoir interroger tout simplement, donc sauf à réaliser des enquêtes post-mortem, c'est possible, mais en fait c'est pourquoi aussi un deuxième terrain, c'est avec les migrants candidats de l'immigration clandestine eux-mêmes en Tunisie et au Maroc. Un autre terrain, c'est-à-dire avant l'immigration, c'est les migrants en transit, c'est-à-dire des migrants ce ne sont pas des Marocains, ce ne sont pas des Tunisiens qui sont dans leur pays et qui tentent l'immigration, mais des candidats à l'immigration, mais qui vivent en fait en transit, qui sont arrivés au Maroc, en Tunisie, pour tenter l'immigration et qui voient en fait arriver dans ces pays qui sont étrangers, qui leur sont étrangers, des dispositifs d'asile par exemple, ou bien des dispositifs comme des centres de rétention ou comme tout simplement des barrières et une police hyper militarisée pour en fait faire en sorte qu'ils passent pas en fait, ou bien des lois. Effectivement, c'est faire aussi la généalogie de la naissance de cette politique publique basée sur une loi qui incrimine l'immigration clandestine. Et pareil, ce sont des dispositifs tout à fait récents. Dans les 10 dernières années, on voit se développer dans les pays frontaliers des lois qui font de l'immigration un crime ou bien un délit. Au Maroc, par exemple, c'est 3 mois de prison. Et bien sûr, là, on va voir en fait la pression qui vient en fait des centres, des centres en fait de domination. Pourquoi je parle aussi de la question coloniale, on va y revenir parce qu'en fait ça se situe aussi dans ce rapport nord-sud qui est complètement aujourd'hui abandonné quand on parle de la notion, en tout cas au niveau de la contestation. Et puis bien sûr il y a des terrains en aval, c'est-à-dire des migrants anciennement irréguliers mais qui ont été régularisés. C'est de revenir en fait sur la vie d'avant la régularisation, les luttes des sans-papiers, et puis aussi les migrants bénéficiaires du droit d'asile en France, en Belgique. Donc pour le droit d'asile, c'est la question aussi de l'immigration pour des raisons purement économiques ou bien politiques. Donc comme ce qui est le cas en fait pour les Syriens, mais ici pour le Maroc, particulièrement pour 2 régions au Maroc. Et puis une dernière population que j'essaie et que je suis en train en fait d'interviewer, peut-être que c'est là où on peut voir quelque chose de l'ordre du positif, c'est la question de la naturalisation, mais quand bien même la question de la naturalisation pose aussi des problèmes majeurs quand on pense aux questions de l'identité et au fait qu'auparavant, en fait, les gens ne voulaient absolument pas changer leur nationalité
nationalité, y compris par exemple des communautés comme les Harkis en Algérie quand ils se sont installés en France. Les papiers et la reconnaissance des papiers, la possibilité automatiquement de pouvoir se régulariser et renouveler son titre de séjour suffisait. Aujourd'hui, la question de la naturalité se pose aussi par le fait d'un savoir-faire de qu'est-ce que c'est que l'intégration et qu'est-ce que c'est que la pression pour l'intégration et surtout qu'est-ce que c'est que le renouvellement du titre de séjour. Donc voilà, alors cet âge qui est l'âge, le 4e âge, en tout cas je le date à l'année 95. Donc étudier les structurations, les implications d'un nouvel âge de l'immigration, date de 95 qui a une date marquante avec bien sûr l'entrée en vigueur des accords de Schengen, et ces accords consolident en fait la liberté de circulation au sein de l'espace européen, puisque ces frontières existaient bien évidemment à l'intérieur de la communauté européenne, mais en fait ils vont être par des accords qui à partir de la guerre, bien sûr de la question de la paix, vont être en fait petit à petit poussés et repoussés vers d'autres pays considérés comme n'ayant pas de lien avec l'Europe. Donc c'est une analyse qui s'inscrit dans la continuité bien sûr d'un sociologue qui est Abdelmalek Sayed, grand sociologue de l'immigration, fondateur de la sociologie de l'immigration franco-algérien. Et il s'agit en fait de mettre en lumière ces nouveaux rapports de domination qui se sont établis entre sociétés anciennement colonisées et métropoles européennes, reposant sur la gestion des frontières et le contrôle des flux migratoires. Donc le propos peut se résumer ainsi, en tout cas pour ce qui est de cette hypothèse que je retrouve dans les entretiens, c'est que depuis 1995, des mouvements migratoires en provenance des anciennes colonies vers l'Europe sont soumis à une politique de visa qui, tout en remplaçant l'ancienne domination coloniale, en perpétue les objectifs fondamentaux, à savoir une maîtrise de l'économie dans le Nord par l'imposition d'un ordre économique global dans le Sud, et où la mobilité, c'est-à-dire la sélection, la gestion, l'imposition d'une forme de circulation maîtrisée, constitue un point focal. Donc en administrant des flux migratoires et en renforçant les frontières au point de les rendre meurtrières par des politiques criminelles, cette politique produit des effets profonds et des fractures majeures au sein des sociétés concernées, conséquence directe de cette nouvelle gestion de frontières. Donc dans une économie globale de cette hypothèse, cette nouvelle ère des relations nord-sud constitue un dispositif inédit de gouvernement. Donc l'immigration comme dispositif de gouvernement interne en Europe et externe en termes de relations internationales, mais qui pèse énormément, qui contrôle les économies des deux régions en tout cas. Donc ce dispositif articulé autour de deux axes principaux, la régulation de la mobilité humaine et le contrôle de la marchandise, bien sûr. Ce dispositif réduit les économies des pays du Sud à un état de sous-développement structurel. Donc, toute la question du transfert qui est posée à partir de qu'est-ce qu'on partage et qu'est-ce qu'on ne partage pas peut être posée aussi à partir de la question de la frontière. Et ici, non seulement l'Europe, donc je pense bien sûr à la Chine, à la Russie par rapport à la question des transferts, en les cantonnant au rôle de fournisseurs de main-d'œuvre sélectionnés, de plus en plus sélectionnés, et de ressources aussi naturelles, brutes, pour les économies du Nord. Et je pense que pour cet ouvrage, la question de comment en fait, les élites se positionnent, partent ou non, est une question centrale. Alors, une précision méthodologique, c'est que ces terrains, pour cerner en fait les caractéristiques de ce nouvel âge de l'immigration, le choix sera porté principalement sur les pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie en particulier, pour des questions d'accès au terrain, des liens de confiance avec les différentes populations. Donc j'avance très vite pour raconter en fait pourquoi le 4e âge. Donc pour comprendre la spécificité du nouvel âge de cette émigration ouverte donc en 95, et que j'explore ici à partir de l'étude des rapports migratoires entre Maghreb et Europe, il importe de préciser la nature des âges qui le précèdent. Et ici, bien sûr, c'est dans la ligne directrice d'Abdelmalek Sayed qui rappelle que le premier âge, qu'est-ce que c'était le premier âge? Parce qu'il faut revenir un peu sur l'histoire de l'immigration pour comprendre cette dynamique qui arrive jusqu'au point, en tout cas, d'accepter ou de regarder ou de garder un silence face à la tragédie de la disparition, par exemple, et de la non-sélectionnabilité, etc., etc.
Donc Sayad, pour lui, le premier âge, c'était l'émigration ordonnée. L'immigration ordonnée dans le sens où en fait ce sont des communautés du Sud qui sélectionnent, qui choisissent qui va migrer et qui va devoir rester, travailler. Donc ordonnée commence donc par la colonisation, 1830 pour l'Algérie, 1881 pour la Tunisie et 1912 pour le Maroc. Et donc il se referme, ce premier âge se referme avec l'affirmation de la supériorité de la métropole, donc industrielle, l'Europe, vis-à-vis des territoires colonisés. Et donc ce premier âge est marqué à ses yeux par une capacité des villages, du monde paysan, de la communauté solidaire du village à neutraliser les effets désintégrateurs. Donc l'immigration, on va la contrôler, et en fait on va envoyer des gens pour compléter le travail économique qui est en train d'être fourni au niveau de la communauté du village. C'est pourquoi en fait on va choisir par exemple d'envoyer des migrants quand il fait froid, en hiver, c'est-à-dire le moment où rien ne se passe en réalité dans les villages, en termes de mariage, en termes de relations sociales, et en fait, effectivement, le retour des saisonniers, en fait, va avoir lieu en été. C'est là où, en fait, dans le village, la question, bien sûr, des échanges matrimoniaux, la question du temps tiède, du temps intense. Donc voilà, c'est la question de missionner le migrant pour compléter des ressources, migrer pour revenir, etc. Donc après s'ouvre le deuxième âge. Donc toujours on n'a pas en fait une frontière ni meurtrière ni de sélection à partir du nord. Donc le deuxième âge s'ouvre bien sûr avec les agences qui vont aller chercher en fait les travailleurs pour la reconstruction bien sûr de l'Europe, mais en même temps validé par la supériorité industrielle qui écrase en fait le monde de la paysannerie dans le sud. Et bien sûr, pour trouver du travail, il faut aller dans là où il y a l'industrie qui ne se développe pas tant que ça au moment de la colonisation dans le sud. En fait, les gens commencent à immigrer vers le nord dès les années 40, de manière plus ou moins importante. Donc voilà, un deuxième âge qui est synonyme d'une individualisation dans la société de l'immigration. Le deuxième âge se clôture par la généralisation des rapports de l'immigration dans l'ensemble du pays colonisé, l'Algérie dans le cas de Abdelmalek Sayad, et la constitution au sein de la métropole d'une structure permanente de l'immigration. Et cette structure permanente de l'immigration, c'est ce que aussi j'analyse avec un psychologue, Wael Garnaoui, qui donnera ici bientôt une conférence sur la question à partir du désir de l'Occident. Donc c'est ce rapport permanent avec pourquoi les Marocains en France, pourquoi les Marocains en Espagne, pourquoi les Égyptiens en Grande-Bretagne, etc. En fait, c'est ce lien avec les communautés qui s'installent, ce qu'on appelle en fait les sociétés de compatriotes, ou bien une sorte de petite société du pays en France, donc Barbès, Molenbeek, etc., etc. Donc du fait que malgré l'autonomisation des immigrés, en fait persiste ce sentiment du provisoire, du transit, tout en établissant une communauté. Et puis un troisième âge, indiqué par Abdelmalek Sayad, on assiste à l'émergence d'un troisième âge à partir des deuxièmes générations de l'immigration, c'est-à-dire les enfants des migrants. Il est marqué aux yeux du sociologue franco-algérien par des logiques d'une communauté qui est doublement autonomisée. Donc il l'appelle la double absence, donc une absence ici, une absence ailleurs, en Europe, mais aussi à la fois vis-à-vis de la société de l'immigration des parents, donc les anciennes colonies, et de la société de l'immigration, donc la France et plus généralement l'Europe, un hiatus qui va donner naissance au débat politique sur le thème de l'intégration, qui est issu en réalité de cette considération de l'immigré qui reste immigré, malgré l'implantation des enfants. Donc alimenté jusqu'à plus soif par des discours nationalistes en Europe. Alors, le quatrième et dernier âge de l'immigration, c'est ce que je voulais en fait développer, mais j'aurais absolument pas le temps de développer, mais c'est un peu le travail qu'on va mener tout au long de cette résidence. Oui, bon, voilà, en fait, c'est vraiment lié à cette question de la transformation de la frontière à partir de la sélectionnabilité, donc à partir l'émergence de débats identitaires également, en fait, qui sont en train de faire en fait de la migration une question identitaire et qui imposent en fait un ordre national percevant les migrants comme une cinquième colonne dans le cas de l'extrême droite, etc.
peut-être dire juste 2 ou 3. Bon, une caractéristique à partir... là, c'était la 3e caractéristique, c'est cette pression exercée. Donc, une des caractéristiques de ce 4e âge, c'est cette pression exercée sur les sociétés de l'émigration, c'est-à-dire de départ. Maroc, Algérie, Tunisie dans notre cas, amplifiée par des politiques de sélection et de fermeture inédites, s'incarne en fait tragiquement dans le spectacle de la mort et de la disparition. Et cette réalité touche particulièrement les populations les plus fragiles, les couches populaires, donnant lieu au phénomène al-Hareg, al-Harqa en Tunisie, al-Hareg au Maroc, la migration irrégulière, et à une série de tragédies diverses sur les routes migratoires, donc des traversées périlleuses en Méditerranée vers l'Europe ou l'Atlantique vers les îles Canaries, des itinéraires terrestres dangereux comme les routes des Balkans, la Turquie effectivement, le désert, au niveau des borders, au niveau des enclaves, au niveau de Ceuta, de Melilla, etc. Et donc voilà, il y a cette question de la mort qui est centrale, et puis trouver des réponses en fait à la question de la mort qui est urgente, en tout cas ici dans le Sud et dans le travail avec les familles, une intelligence extraordinaire en fait, des familles qui poussent, qui essayent de s'organiser de manière bien sûr loin des partis, à distance en tout cas des mobilisations classiques, mais en fait qui ont des réponses à la question. Au-delà des frontières, en fait ils savent que c'est l'ADN qui peut être en fait un outil pour enlever une partie de leur souffrance. Et une dernière particularité que je voulais en fait signaler, c'est par rapport à la pression faite au niveau des élites. C'est cette sélection qui pousse en fait une grande partie des élites à devoir partir parce que la porte de la sélection se ferme en réalité. Se ferme pour les étudiants s'ils ratent Campus France, c'est-à-dire avec c'est la question de l'âge, c'est la question de être fraîchement diplômé, c'est cette pression en fait qui pèse énormément et qui fait que en fait grande partie des élites ne restent pas pour essayer des choses, pour mener des projets, parce qu'en fait il va falloir partir tant qu'ils sont sélectionnables, et ensuite une fois partis, le temps de la régularisation il est souvent de 10 ans pour pouvoir avoir une carte de séjour, en tout cas pour ce qui est de la France, et par la suite, ça va devenir la question de la naturalisation, de la nationalité, etc. Bon, je m'arrête ici, et puis bien sûr pour les prochaines conférences, j'essaierai de développer les différents points sur ce 4e âge, tout en être plus collé au terrain. Merci. Merci beaucoup, Montasser. On ouvre la... Je suis désolée, on m'a instruit de ne pas te donner la parole. Non, en fait, je voulais vous remercier. Je voulais aussi remercier Nisrine qui a accepté de jouer le jeu. Parce qu'en fait, comme on est à l'Institut d'études avancées, et l'un de nos piliers, c'est l'interdisciplinarité, mais c'est aussi la communication des informations et du savoir à l'intérieur de l'UM6P entre les différents départements. Donc, Nisrine, qui vient du département Dev, a accepté entrepreneuriat, pardon, pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, a accepté de modérer avec brio cette panne. Donc, je voulais te remercier avant de donner la parole pour 15 secondes à Raphaël. Oui, donc je vais prendre la parole une première fois et je prendrai aussi la parole à la fin, malheureusement. Je suis désolé parce que c'est vrai que j'aurais dû évoquer au début la raison d'être de ce séminaire, puisque c'est un séminaire, c'est pas seulement une conférence à l'intérieur de l'IS et de la thématique centrale de l'IS, qui est la thématique des transitions. Mais juste 2 points que je voudrais évoquer et qui finalement font le lien entre les 3 interventions, me semble-t-il. C'est un petit désaccord que j'ai avec Pierre-Noël Giraud, mais un désaccord infime finalement, c'est sur la nature de la frontière, lorsqu'il a dit une frontière, c'est forcément violent. Moi, je ne crois pas qu'une frontière, ce soit forcément violent. Je crois justement qu'une frontière, ça peut être un imaginaire positif de la nouvelle frontière, d'un nouveau départ, d'un horizon qui s'ouvre, etc., etc. C'est aujourd'hui la frontière qui est devenue fermeture, qui est violente, c'est-à-dire synonyme d'enfermement. Et à cet égard, on peut dire qu'on est face à un énorme paradoxe aujourd'hui, qui est vraiment le paradoxe de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Quand on parle de néolibéralisme aujourd'hui,
spontanément, on pense à la dérégulation. Mais le néolibéralisme, c'est pas la dérégulation. C'est la dérégulation financière, la dérégulation des marchés, c'est-à-dire l'incitation à une circulation forte des flux même d'images, des flux marketing, on pourrait dire des flux financiers, des flux économiques, c'est-à-dire des flux de biens. Et en revanche, l'ultra-régulation, la régulation des frontières, la fermeture à tous les étages. Et la première fermeture, c'est la fermeture mentale. Et c'est là où je veux en venir, puisque vous avez parlé de l'identité. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions d'identité depuis longtemps. En fait, dans le rapport à l'immigré, dans l'imaginaire français en particulier, l'imaginaire européen, puisque, comme tu sais, j'ai écrit pas mal de choses là-dessus, des livres sur ce sujet. Il y a 3 âges aussi, il y a souvent 3 âges. Hein. Là, il y en a eu 4. Mais il y a souvent... Le premier âge, vis-à-vis de l'immigré et du musulman en particulier, représenté comme étant l'arabe, etc. Il y a l'âge de la condescendance et du mépris. C'est clair, le travailleur qui vient faire nos routes, etc. Puis le deuxième âge, l'âge de la phobie. C'est l'âge du rejet, c'est dès les années 80, en gros 80, 90, etc. Et puis il y a le troisième âge, je vais finir. Il y a le troisième âge, c'est l'âge de la paranoïa. La paranoïa, c'est pas du tout pareil que la phobie. Alors qu'on dit qu'il y a l'islamophobie aujourd'hui en France, moi je crois pas qu'il y ait l'islamophobie. Il y a l'islamo-paranoïa. Du point de vue clinique, la phobie, c'est le rejet. La paranoïa, depuis 2003, ça a été dit, hein, depuis 2002-2003, moi j'ai observé l'évolution des discours. C'est un discours qui est inversé. C'est ils nous ont déjà vaincus, ils nous encerclent. Donc la paranoïa, c'est la blessure narcissique. C'est le renversement du sens de qui submerge qui. Et ça, c'est beaucoup plus grave parce que quand on est dans une situation paranoïde, contrairement à la situation phobique, on se permet de faire n'importe quoi contre ceux qu'on vise et d'être violent parce qu'on estime qu'on est en situation de self-défense. Quand on estime qu'on est en situation de self-défense, on estime que c'est l'autre qui m'agresse, donc on se permet d'agresser l'autre comme une sorte de défense. Ça, je pense que c'est extrêmement important. On n'est pas là forcément pour poser des questions, on est là pour s'exprimer puisqu'on est là dans la logique de la participation. Merci. On prend différentes réactions avant de vous donner la parole pour... Oui, allez-y. Bonjour, donc merci pour ces 3 exposés. Bon, je suis économiste, donc j'ai quelques questions d'économiste. Mais en même temps, j'ai une question pour l'anthropologue que tu es. Donc, dans ce que tu as exposé, Ahmed, tu as cité un mécanisme très intéressant qui est dû à Todaro Smith, qui nous explique que l'espérance d'immigrés s'améliore avec le niveau de diplôme. Effectivement, ça peut être un effet, donc ça peut avoir un effet sur le développement du capital humain dans le pays d'origine. Mais il y a un autre effet sur lequel un certain nombre d'économistes ont travaillé, parmi lesquels je peux citer Mouhoub, que tu dois connaître, qui pour lui, la fuite du cerveau n'a plus aucun sens dans la mesure où, comme l'a cité Nisrin, sur le long terme, ça peut être bénéfique parce qu'il y a le mécanisme de l'immigration de retour et je pense que notre université en profite. Et j'espère qu'elle continuera à en profiter. Un certain nombre de pays, d'ailleurs si vous lisez les travaux de Mob, ils les montrent sur le cas de l'Inde ou de la Chine, que grâce à ces migrations de retour, on a assuré un développement de l'industrie, un développement des pays d'origine. Donc, je ne sais pas si vous allez vous intéresser à ces phénomènes de migration de retour qui peuvent être très intéressants. Et tu as parlé d'un autre aspect sur la problématique des transferts. Effectivement, il y a un certain nombre de travaux macro qui démontrent un lien très très faible entre les transferts et le développement et la croissance. Et certains travaux, dont certains ont été conduits au Maroc, à Zagora, ils ont essayé de comprendre comment ces transferts sont utilisés dans une région qui connaît un niveau de transfert assez important. Et parmi les raisons qui ont été avancées, c'est la recherche elle a été faite à l'Institut universitaire l'URSS de recherche scientifique, et ils disent, bon, effectivement, ces transferts permettent de réduire la pauvreté,
mais ils peuvent créer des situations de rente pour ceux qui le reçoivent. Je sais que je vais recevoir 300 €. Bon, voilà, j'attends les 300 €. Bon, ça me permet de subvenir à mes besoins, mais ça ne m'incite pas. C'est une explication. Donc, voilà. Sinon, il y a un H0. Et ça, c'est le souvenir de mon papa qui me l'a raconté. Il y a un H0 avant de mourir, d'ailleurs, 15 jours. Je ne sais pas pourquoi il m'a raconté ça. Je lui ai dit, comment tu es venu à Casablanca? Lui, il était originaire de la région de Sawera. Il m'a dit, tu sais, je suis venu comme un harrak. Parce qu'à l'époque, pour venir travailler dans la ville, d'ailleurs, il était venu pour aller travailler dans le port, parce que c'était un ami à lui qui lui a montré comment il faut faire. Et il est venu discrètement parce que pour entrer à Casablanca, il fallait entrer par le Qamra. Je ne sais pas si tu connais Casablanca. Le Qamra, c'est le Mawqf. Donc lui, il ne pouvait pas. Là, كاينه في كازا bien sûr. كاينه في كازا. Là, la Qamra ديال المديونه. Parce qu'il ne pouvait pas avoir un titre pour aller travailler, donc il est rentré discrètement sous la place de son copain dans le car. Donc cet H0 lié à la question coloniale, il est important peut-être à explorer. Voilà, merci. On va prendre rapide, 10 secondes. Oui. Allez. Donc, juste une question par rapport au périmètre de l'étude. Est-ce que vous vous intéressez uniquement aux pays du Sud en tant que départ ou bien aussi en tant que destination, donc en particulier l'émigration de l'Afrique occidentale envers le Maroc? Et est-ce que ça a un lien avec l'aspect anthropologique, c'est-à-dire est-ce que l'Afrique occidentale ne voit pas le Maroc comme un grand frère, c'est-à-dire un niveau de développement un peu plus important, mais sans le passif colonial? Très bien, merci. Shima, ensuite des étudiants, on veut vous entendre. Merci beaucoup. Thank you very much for your presentations. I think I have two remarks. One for gentleman Ahmed. I think you mentioned the quote about the brain drain and the cost for the countries, developing countries. And I think if you look at it from, I am Iranian, and I look at it from the biggest brain drain that exists in Iran is that a study was done by actually Iranian Demographic Center. 75% of graduates from Sharif University, which is basically MIT in Tehran, when they are accepted, it means when they are 18 or 19, they already plan their immigration to United States. And United States, MIT is one of the most basically, they know this, so they have created basically immigration pathways, and they recruit them, they give them a scholarship and that. So I think there is an element that when we talk about the link between brain drain, we need to really say that given the political instability of the region, these young people, as they are talented, and also they have the higher is your intellect, normally the higher is your degree of risk-taking, what is left for them? There is a dead end. So I think they will gamble with their life. So that option is really automatically is opened in their awareness that I actually have no way to develop, given the sanctions that are on the country. If I am a mathematician of the highest basically grade, what am I going to do there? So there is no way actually for me. So the only way for them is the United States, for example. The other thing to Montasser, I think, as an immigrant myself, living in two different countries for 10 years, and as I have become also naturalized, I think one of the main problems I notice in my own process of immigration and naturalization is the one-directional question of integration. I was asked to speak French. I went to school to learn French. I was asked to pay taxes. I did. But what I discovered is that there are hidden codes that you will never, ever pass. And I think that is a question that I think is in the shadow, and so many people don't want to address that, because as long as you have a different passport, what do they mean? When I travel to United States, I have to pass by the double security because I was born in Iran. So which means that I am classed as a class of immigrants that are considered
to be of a certain profile, even though that I have like highest basically education. So I think the question of immigration has to become a two-directional integration. I have integrated to a particular society. They have to also integrate. Merci. Est-ce qu'on peut prendre 2 étudiants avant de vous passer la parole? Students? J'ai vu des mains levées. Ou je dois... Oui? Allez-y. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une question économique. Comme on le sait, le Maroc est l'un des rares pays qui est à la fois une terre d'immigration, d'émigration et de transition. Donc, il joue ces 3 rôles. On a parlé beaucoup des migrants, mais peut-on aussi parler des immigrés qui sont ici, qui viennent ici au Maroc, que ce soit occidentaux, mais aussi subsahariens? Quelle est la balance, quel est l'apport au Maroc? N'y a-t-il pas une sorte de compensation entre les émigrés et les migrants ici? Merci. On fait les réponses. Alors, à la question d'Anas Laou, à votre question, la réponse est oui, absolument. Je veux dire, on va traiter de la même façon la France et l'Europe et le Maroc comme pays d'émigration, parce qu'en Europe ça commence, hein, on perd nos élites au profit des États-Unis, comme pays d'immigration, éventuellement comme pays de transit pour la France, les gens qui veulent aller en Grande-Bretagne. Très clairement, la réponse est oui, 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 absolument. Okay. Il y avait une question pour Ahmed, vous voulez y aller? Micro. D'accord, merci. Merci pour les... pour ce qui est du marketing, j'ai mis une cotation marque, j'ai une bonne interrogation sur ce Marine. Évidemment, c'était juste pour souligner que le concept est complètement à revoir et à réinterroger. Le fait qu'il faut vraiment s'intéresser à qui part. Le point fondamental en économie, c'est que ce soit le cas par la Marine, bon, c'est une personne qui a un talent, qui a des compétences, c'est-à-dire les compétences, c'est pas le talent. Alors, ces compétences génèrent des bénéfices qui sont, qui peuvent avoir des retombées pour l'individu lui-même, pour la société. C'est pas du tout la même chose si vous parlez de médecins, par exemple, de personnel de santé. On sait que c'est des personnes qui exercent des externalités énormes sur la population. Donc, en fait, ça dépend fondamentalement de quelles sont les caractéristiques spécifiques de l'individu qui part, relativement aux besoins qu'on a dans le pays de qui part, et ce qu'on en fait dans le pays d'arrivée. Et concernant le gain, en fait, même s'il n'y a pas de retour, même si les individus partent définitivement, il peut y avoir un gain quand même pour le pays de départ, tout simplement, parce que quand vous fermez les frontières, en fait, quand vous fermez les frontières, vous réduisez drastiquement les bénéfices à se former. Et donc, résultat de ça, les individus ne se font pas. Donc, en fait, c'est quand vous élargissez les possibles, la façon de valoriser les compétences, ça incite à vous fonder. Voilà. Donc, voilà, je pense que ça répond un peu sur le. Sinon, je reviens sur le souci. Rapidement, si vous pouvez, Ahmed, une petite minute, si vous pouvez. En fait, le communal est absolument fondamental. À la fois dans les directions de migrants et la génération de diaspora, ça on abordera. Et pour ce qui est des nouvelles diasporas qui émergent dans les pays du Sud, en l'occurrence ici le Maroc, ce qu'il faut comprendre, c'est comment se forme une diaspora lorsque cette diaspora-là n'est pas anticipée. En fait, la plupart des subsahariens africains, quand ils viennent avec un projet qui est de, par exemple, peut-être partir en Espagne. Ils n'y arrivent pas en fait. Donc qu'est-ce qu'on devient? La question est qu'est-ce qu'on devient quand le projet migratoire est contraint? Vous faites un projet et finalement c'est pas ce qui se réalise. Et comment vous gérez votre vie dans cette situation-là? Donc là, et comment on gère et comment les institutions marocaines le gèrent? Parce que ça dépend. Moi, les politiques locales, c'est Merci. Donc j'arrête là. Merci. Très rapidement, vraiment, c'est juste pour dire que c'est un débat
extrêmement important. Je suis vraiment fier de ce débat et je suis aussi fier de travailler avec l'équipe de Pierre-Noël Giraud et Ahmed pour justement penser la question à travers sa totalité, parce que le problème au niveau des border studies, au niveau de la question migratoire, c'est qu'il y a toujours un prisme sur la question, et surtout sans laisser en fait de recommandations pour les pays du Sud. Ce qui est recyclé, en réalité, ce sont vraiment des recommandations et un discours hégémonique qui nous vient du Nord. Quand Meloni arrive en Tunisie, ou bien quand les présidents des pays du Nord arrivent, en fait c'est avec un dossier, avec une vision claire en ce qui concerne l'immigration, avec l'externalisation des frontières comme première et réelle procédure à mettre en place à travers vraiment des indications techniquement réalisables, avec un budget, avec en fait en réalité ce que dans le Sud nous ne regardons pas, en fait c'est toutes les tragédies humaines avec lesquelles on doit faire face aussi, et en fait qui font un manque de confiance extrêmement important dans nos territoires quand on se pense sur les centaines de milliers de migrants depuis 1995 qui sont disparus, sans mettre en place en fait une réelle instance équité et réconciliation pour moi en fait, qui a toute sa raison d'être dans le cadre des territoires du Sud, Maroc, Algérie, Tunisie, et puis le refus et la négociation d'un nouveau statut et d'une possibilité en fait de permettre à ce que des gens puissent circuler librement. Et je pense que cette indication, dans le cadre de ce travail, elle est majeure et salutaire, et surtout en fait des recommandations réelles, concrètes, comme Pierre l'a bien dit au début, c'est-à-dire ce qui est aussi faisable. C'est pas en fait partir d'une politique de l'irresponsabilité, mais c'est vraiment tenir la responsabilité de proposer quelque chose du faisable, mais en fait qui permet en fait à ce que des souffrances puissent réduire dans le Sud, qui est beaucoup plus urgent pour nous aujourd'hui que le Nord. Donc voilà, merci beaucoup.